Ouais, bah de toute façon au départ je raconte ma life donc c'est pas très grave s'ils sont pas là. Allez, c'est parti. Bonsoir. Merci pour d'être resté si tard. Pour le dernier slot des LSEWIX, si j'ai bien fait attention sur le programme, on va parler Python et clustering de malware. Il y aura moins de maths que vos collègues avant, vous verrez. Parce que moi j'utilise pas tout ce qui est deep learning et tout, c'est compliqué. Quand c'est compliqué, je comprends pas, et quand je comprends pas, ça me gêne en fait. Donc je préfère utiliser des modèles que je comprends. Vite fait, alors ça c'est ma life. Sur Twitter, vous pouvez me trouver au nom de Seb Draven. Je fais pas mal de projets open source si ça vous intéresse, autour de l'analyse de malware, du forensic, de la compromission en général, des groupes d'attaquants. J'aime bien m'intéresser aux groupes d'attaquants, connaître leur infrastructure, tout ça, je trouve ça rigolo. J'ai mon GitHub où il y a tous mes projets open source, projets avec d'autres personnes à laquelle je participe. Tout ce que je vais vous raconter là, vous pouvez le trouver sur mon GitHub. Donc c'est sur Aclu 2017. C'est un workshop que j'ai donné à Aclu en novembre où vous avez tous les codes, tout le dataset, vous pouvez tout reproduire. C'est un Juniper Notebook. Vous n'avez plus qu'à faire run après avoir installé l'environnement. Je suis membre de l'Holonet Project et co-créateur d'une conférence qui s'appelle BotConf. C'est une conférence qui a trait sur les botnets, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue économique et juridique. Et j'arrive au LSE en septembre comme enseignant-chercheur à mi-temps. Et j'aurais besoin d'étudiants sur l'analyse de malware pour ceux que ça intéresse. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va parler de format Windows, la tête des exécutables Windows. Donc vous êtes peut-être plus habitué à comment ça marche sous Linux. Vous allez voir, il n'y a pas de grosse différence. À part que sous Windows, il n'y a pas de normalisation, on fait ce qu'on veut en fait. Au niveau du format, il faut juste respecter 2-3 règles pour quand même que l'exécutable s'exécute. C'est quand même la base. Mais vous n'avez pas toute la normalisation que vous avez sous Elf, avec les différentes sections dans l'ordre et tout. Là, c'est la fête en fait. On peut faire ce qu'on veut, c'est ça qui est génial. Et les développeurs de malware en usent et en abusent, hein, sinon ça serait pas rigolo. On va parler clustering. Donc là, le clustering, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plein d'objets sur une table et puis de les regrouper parce qu'ils ont la même tête. C'est un peu la même idée que... Alors on verra, il y a la différence entre le clustering et la classification. C'est pas la même chose. Je rappellerai les différences et sur quel type de dataset on utilise un et pas l'autre et ainsi de suite. Et dernier point, on va parler d'IARA et d'hunting. Alors IARA c'est quoi? C'est un formalisme de open source qui permet de décrire des objets pour faire en gros une regex un peu plus intelligente que juste est-ce que j'ai ça comme chaîne de caractères. C'est-à-dire que vous allez avoir une grammaire avec une algorithmie, du condition, des booléens, une grammaire booléenne et tout. Donc vous allez pouvoir faire des règles exactement comme font les antivirus pour pouvoir dire je peux avec ma règle matcher telle famille de malware au lieu d'avoir une règle par famille, par fichier, parce que ce qui est un peu débile dans ce cas-là, autant utiliser le SHA-256 du fichier, ça marche très bien. Par contre, ça tient un peu de place quand on a une base de données, donc des fois il vaut mieux revenir à la rules. On va parler exclusivement de statique. Il n'y a pas de comportemental, il n'y a pas de... on travaille uniquement sur le format du fichier, la tête qu'il a, et on descend même pas au niveau de l'assembleur. On pourra en parler pourquoi dans un deuxième temps. On se concentre vraiment sur... un peu comme si on avait plein de bouquins, et on essaye de classer les bouquins en fonction de la tête qu'ils ont. Alors évidemment, par rapport à l'analogie du bouquin, c'est souvent, en fait, ils ont bien la même forme, ils ont bien le même nombre de pages et ainsi de suite, mais ils racontent pas la même histoire. Et on va voir, en fait, c'est tout le problème de l'analyse statique, c'est que des fois, ils racontent pas la même histoire alors qu'ils sont très très proches.
Alors, vite fait, le PE format, c'est quoi? C'est comme un millefeuille. On a une succession de... on a d'abord des headers. Alors ça date de Mathusalem, hein, c'est pour ça que ça s'appelle MS-DOS header. Après, vous avez le DOS segment qui va vous dire que c'est un PE, tout ça, que c'est un exécutable. Et après, vous avez ce qu'on appelle le PE header. Le PE header, lui, il va être en deux parties. Il va y avoir ce qu'on appelle le file header et le optional header. C'est là-dedans que vous allez trouver le nombre de sections, où est l'entry point de l'adresse, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez les fameuses sections que vous avez l'habitude en Elf, qui vont être où est le code, les sections de code, les sections de données, les sections de ressources, et ainsi de suite. Et en fait, ça va être décrit par la table des sections qui va vous dire exactement où ça se trouve statiquement dans le PE, parce qu'après, au moment du load, va bien falloir faire le mapping en mémoire. Chaque section va se retrouver en mémoire avec exactement les mêmes permissions qu'il y avait au départ, c'est-à-dire exécution, écriture et lecture. Alors je passe vite. Tout ça, c'est des structures C qui sont décrites par la MSDN. Donc ça, c'est l'image DOS header par exemple. Avec, vous avez le fameux magic header qui correspond à MZ quand vous faites un xdump sur un fichier, un exécutable, vous avez MZ, ça c'est le magic number. Et après, vous avez une palanquée d'infos. Vous pouvez vous amuser, à chaque fois c'est un Word. Alors un Word en Windows, c'est, alors parce que je me trompe toujours, c'est 2 octets. Voilà. Et parce que évidemment le C Windows, ils ont tout réécrit, hein. Ils n'utilisent pas des int, ils utilisent pas, c'est soit des Word, soit des uint32, int16, enfin ça dépend de ce que vous avez besoin. Mais en gros, string ils connaissent pas, c'est des dword ou ce genre de choses. Donc, après, donc vous avez ce qu'on appelle le PE header. Quand vous faites un xdump, ça commence par un PE, et comme je vous expliquais, donc deux structures, le file header, l'optional header. Le file header, en fait, ça va vous dire sur quelle machine ça tourne, 32 ou 64 bits. Ça va vous donner le nombre de sections, quand est-ce qu'il a été compilé, parce que le quand est-ce qu'il a été compilé, c'est craftable, hein, évidemment. Puisque à aucun moment, en fait, si le binaire n'est pas signé, on fait ce qu'on veut, en fait. On bricole comme on veut dans les structures. Les caractéristiques, ça c'est si on a une DLL. Ah oui, parce qu'en plus, sous Windows, c'est ça qui est bien. La DLL, l'exécutable et le driver ont exactement la même tête. Sauf que ça ne va pas s'exécuter de la même manière. La DLL, c'est une librairie, donc ça va être attaché à un processus. L'exécutable, lui, c'est un exécutable normal, et le driver, lui, c'est kernel. Donc d'ailleurs, ce qui est assez marrant, si vous faites un file sur un driver, sous Linux, il va vous appeler ça DLL native. Native parce que driver, en fait. Pour lui, c'est la même, ça a la même tête, ça a la même... enfin, c'est juste que le contexte d'exécution qui est un peu qui va être différent. Et puis on n'a pas des exports. La DLL, elle va avoir des exports pour que les différents processus puissent utiliser les exports. Là, on va avoir des IOCTL au niveau des drivers. Donc un IOCTL, c'est en gros quand j'appuie sur ma touche, que le hardware il fasse bien ce qu'il a été prévu de faire. Alors, optional header, comme son nom l'indique, n'est absolument pas optional puisque vous avez l'adresse de l'entry point. Parce que sans entry point, votre exécutable il s'exécute pas puisque c'est l'adresse de la première instruction où ce qu'on appelle le IP, donc le pointeur de stack, le pointeur de processeur, pardon, se positionne au moment où vous chargez votre exécutable. Donc, parce qu'en fait, historiquement, avant, les exécutables avaient une certaine structure on ne pouvait pas mettre où on voulait l'entry point. Là, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Après, on a des choses qui sont liées aux sections alignement et au file alignement. Ça, c'est au niveau du mapping en mémoire. C'est le nombre d'octets pour... si vous voulez vous amuser à reconstruire à partir de la mémoire, et vous les repositionnez correctement sur le disque pour que c'est la même taille, il va falloir prendre en considération ça parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle un désalignement au moment où du code, au moment où le code est chargé en mémoire.
Alors après, pareil, ça se transforme, hein. La Major Operating System version, ça a été compilé, la minor, la version de l'image. Donc tout ça, c'est des infos qui sont par défaut mis par le compilateur Visual Studio. Ah oui, aussi, dans le monde Microsoft, on compile tout avec Visual Studio. GCC, on oublie et on utilise Visual Studio. Et ensuite, après, vous allez avoir ce qu'on appelle les images data directory. Donc, les images data directory, il va y avoir deux choses. Il va y avoir où elles se trouvent par rapport à la virtual address, par rapport au base code. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous voulez vraiment savoir où ça se trouve dans le fichier, il va falloir que vous réadditionnez l'adresse que vous avez là par rapport à où démarre votre code. Et la taille, évidemment, puisque à un moment donné, faut bien faire un malloc hein, pour tout charger en mémoire. Et donc là-dedans, on va retrouver pas mal d'infos qui sont intéressantes. La table des exports quand on est une DLL ou un exécutable. Parce que quand on est un exécutable, c'est ça qui est bien, on peut aussi avoir une table d'export. Une table d'import. Ça, normal, en gros, c'est les fonctions que l'exécutable va avoir besoin pour s'exécuter correctement. Genre create file pour créer un fichier, create file pour ouvrir un fichier. En fait, c'est la même fonction, mais pas le même flag. On commence à comprendre les problématiques de Windows. Les ressources, c'est quoi? Ça va être les icônes, les chaînes de caractères, tout ce que vous avez l'habitude. Alors souvent, quand vous lisez des articles des attributs d'attribution, c'est à partir des chaînes de caractères qui sont là-dedans. Donc à 99%, ils se plantent, hein, évidemment, puisque c'est pas parce qu'il y a du mandarin là-dedans que ça a été développé par des Chinois, ou si c'est du russe, ça a été développé par des Russes. Hein. C'est un petit peu plus complexe que ça, la vie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la table des exceptions. Donc ça, c'est votre SEH. En gros, c'est quand si jamais vous avez développé des exceptions qui sont autres que celles du système, c'est là-dedans que vous les mettez. Sinon, c'est le SEH, System Exception Handler de Windows, qui fait le travail. Et que classiquement ça vous évite d'avoir tout votre OS qui plante si jamais vous allez écrire à un endroit mauvais de votre disque par exemple. Alors ça marche uniquement quand vous êtes en userland. Quand vous êtes en kernel, quand ça plante, vous avez un blue screen. Normal, puisque là le système d'exploitation ne peut pas récupérer ce qui se passe en userland. Des infos de debug. La base de relocalisation. Alors les infos de debug, ça c'est quand on est un mauvais développeur de malware. Parce que souvent, en fait, c'est des infos qui vont donner pas mal d'informations comme le pass où a été compilé le malware. Et souvent, dans le pass où a été compilé le malware, il y a le pseudo du développeur de malware. Donc, on fait ce qu'on a... normalement, on fait ce qu'on appelle on strip les chaînes de caractères pour éviter d'avoir ce genre de problème. Et alors souvent, quand vous ferez un string sur un strings-a sur un fichier, vous verrez un point .pdb, c'est que les gens ont laissé les symboles de debug. Donc ça peut donner énormément d'informations sur comment il a été développé, sur quelle plateforme. Là, il y a vraiment, il y a tout le fingerprint de la machine où ça a été fait. Un truc, alors qui est un peu spécifique, je ne sais pas si ça existe sous Linux, ce qu'on appelle les thread tables. Alors, c'est pas la table des threads dont on a l'habitude en fait. C'est ce qui va s'exécuter avant le load de l'exécutable. Donc là, si vous avez des adresses qui pointent sur des portions exécutables de votre PE, ça veut dire que avant le chargement complet de l'exécutable, il va y avoir du code qui va s'exécuter. Et une fois que ce code a été exécuté, le pointeur du processeur va aller à l'adresse de l'entry point calmement. Ça veut dire que par exemple, si vous avez des mécanismes d'anti-debug, des mécanismes d'anti-VM, que vous les mettez là-dedans, à un moment où ça va s'exécuter, vous allez arriver à l'entry point. En fait, il n'y aura pas d'entry point parce qu'à un moment donné, il y aura une levée de l'exception quand il y aura eu des choses en TLS et l'exécution s'arrête là. Donc il faut patcher à la main ce bazar-là pour que ça aille pas à des adresses qui soient où il y ait du code en fait, tout simplement. Et donc ça, je pense pas que ça existe ce mécanisme-là existe sous Linux. On peut pas exécuter du code avant l'entry point à mon avis.
Alors pourquoi ça a été fait? Ça a été fait à des fins de debug. Si vous voulez attacher un debugger, Windows, c'est comme ça qu'ils faisaient avant Visual Studio. Ou les AV quand ils veulent, comment, ils veulent faire des choses, ils peuvent se mettre avant le chargement. C'est un peu cracra, mais c'est un peu, ils font un peu ce genre de truc. Autre chose intéressante, ça va être la table d'IAT. La table d'IAT, c'est quoi? C'est les adresses de la table d'import. Parce qu'en fait, ce qui se passe sous Windows, et maintenant aussi sous Linux, c'est que vous avez ce qu'on appelle les principes d'ASLR. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous chargez des librairies, ça ne va jamais être chargé au même endroit. Bah, pour avoir à éviter de stocker... donc en gros, ce qui se passe, c'est au moment du chargement, il regarde ce qu'il a besoin comme fonction, et il popule les adresses des fonctions dans la table d'IAT. Et donc à chaque fois qu'il a besoin, d'une fonction en particulier, bah, il va aller taper dans la table d'IAT tranquillement. Il n'a pas besoin de faire la résolution à chaque fois. Il gagne du temps en fait. C'est pour ça que quand vous faites un proc dump d'un processus, si vous faites pas attention, vous n'allez pas reconstruire la table d'import. Parce qu'il faut traduire à l'envers ce qu'il y a dans la table d'IAT pour pouvoir reconstruire proprement ce qu'il y a dans la table d'import. Sinon, vous aurez votre PE, vous aurez votre code section, vos données, tout, mais tout ce qui est table d'import, table d'export, bah, vous ne les aurez pas parce qu'elles ont été translatées en fait. Donc bon, ça c'est comment la table des sections, donc combien il y a de sections, où elles se trouvent et ainsi de suite. Et après, donc une section, bah, c'est soit du code, soit de la donnée, soit ce que vous voulez en fait. Alors ce qui est génial, c'est que par exemple, les noms des sections, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des caractères non ASCII. Donc si vous avez un parseur de PE qui supporte pas les caractères non ASCII, bah, il va exploser sur ce genre de truc. Et ça, enfin, il y en a qui explosent sur ce genre de truc. Et c'est fait exprès en fait. C'est juste pour éviter les. Pareil, vous pouvez avoir des sections qui au démarrage, alors bon, faut être un peu bête parce que ça fait flag, mais où la section, elle va tout de suite être redragged et execute. Donc ça veut dire que, en gros, au moment du chargement, bah, dans cette section-là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez exécuter du code, vous pouvez en écrire et vous pouvez en lire. Souvent, ces pages-là, elles sont plutôt faites à l'exécution au début où le malware va faire un malloc, en gros, sur la page et va aller pousser un shellcode. Donc pour pouvoir pousser un shellcode, bah là, il a besoin d'être en read write execute, hein, il n'a pas le choix. Et donc il le fait qu'une fois. Et après il pousse son shellcode, il fait sa toutouille, et une fois qu'il a fini sa toutouille, il rend la main au malware. Donc il y a plusieurs techniques, il y a RunPE qui fait ça, c'est toutes les techniques de processing Halloween, qui en fait, ça va permettre d'aller s'exécuter c'est ça qui est génial aussi, dans les pages d'un processus qui n'est pas le sien. Sinon c'est pas drôle. Pourquoi ils font ça? Bah souvent, ça permet de s'exécuter avec des processus qui sont trustés. Et un processus qui est trusté, bah, il n'y a pas de raison que l'antivirus aille voir ce qui se passe quand on alloue une page mémoire. Donc voilà, il y a plein de choses rigolotes comme ça. Pareil, vous pouvez attacher une DLL à un processus qui n'est pas le vôtre. Il faut juste avoir les droits sur le processus. Ça, c'est génial aussi. Donc les tables d'import, les ressources, voilà. Et donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'écrire un parseur de PE, vous avez sur Corkami tous comment ça se présente et tout et tout. Donc il en existe beaucoup, hein, des parseurs de PE. C'est un très bon exercice académique. Mais sinon, si vous faites du Python, vous avez PE-File, hein, ça marche très bien, hein, et ça fait ce que ça doit faire. Vous en avez un en C++. Alors celui-là il est pratique parce qu'il fait à la fois C++, ELF et binaire Android et binaire macOS. C'est LIF, L-I-E-F. C'est un gars de Quarks Lab qui a développé ça. Et c'est pas mal du tout, hein, ce qu'il a fait. Parce que justement, en fait, avec une seule API, en fait, si à un moment vous décidez d'analyser autre chose que du PE, bah, et que vous utilisez exactement les mêmes fonctions d'API, ça ne bougera pas en fait. Votre code il sera identique. C'est juste la donnée derrière qui sera chargée différemment. Alors, quelques mots
Sur le machine learning, alors vous allez voir, hein, c'est moins compliqué que le deep learning avec des réseaux de neurones et tout, on se prend un peu moins la tête. Hein. C'est surtout qu'on ne sait pas si ça marche en fait le deep learning sur les fichiers binaires. La vraie raison elle est là. Sur les images ça marche bien, parce qu'on fait de la reconnaissance de forme et tout, là, mais sur un truc où ça raconte quelque chose en fait, parce qu'on a du code au final, donc ça raconte quelque chose, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors le clustering c'est quoi? C'est j'ai un groupe et je vais automatiser le regroupement de mes objets. Alors que la classification c'est que j'ai des familles, et je vais prendre des nouveaux objets et je vais regarder à quelle famille appartiennent ces objets-là. Le clustering, c'est une fois que j'ai fait mon clustering, je touche plus. Je m'amuse pas à rajouter ou à enlever, ou ça me permet d'avoir une base de travail. Bah là, par exemple, moi, ma base de travail, ça va être de générer des signatures par cluster. Comme ça, j'ai un gros cluster de fichiers qui est représenté par une signature. Le clustering, ça se fait sur un dataset donc non labellisé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les différentes familles qu'on va avoir en avance de phase. Donc, en gros, vous avez des images, vous savez pas trop vous savez pas ce qu'elles représentent. Bah, le clustering, il va vous faire des tas de trucs qui se ressemblent en fait. Et la classification, ça va se faire sur un dataset labellisé, c'est-à-dire qu'on connaît les familles en avance de phase. On a déjà en fait un découpage. Le dataset il est déjà découpé, il est déjà labellisé proprement. On fait de la classification sur des algorithmes supervisés. Donc l'algorithme supervisé c'est super large, hein. Le deep learning c'est du supervisé, c'est-à-dire qu'on avance, on sait un peu, enfin ça dépend des algos. Beaucoup d'algos sont sur du supervisé. Il y en a qui sont sur du non supervisé, effectivement. LSTM, je crois que c'est du supervisé, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça dépend pourquoi, ouais. Et on fait du clustering avec des algos non supervisés. Donc ici, moi, les algos que je vais vous parler, c'est des algos linéaires. C'est-à-dire, on va parler de matrices, on va parler de vecteurs, on va parler de... on n'a pas de fonction de transition avec une grosse intégrale au milieu, et ainsi de suite. Ce qu'il y a dans les réseaux de neurones. Et tout, en fait, les algos que je vais vous présenter se basent sur un truc qui s'appelle le vecteur de propriété. Le vecteur de propriété, c'est quoi? C'est en fait, ça va vous permettre de décrire votre objet. Donc dans le cas d'un PE, et d'un malware surtout, ça va être quoi? Ça va être sa taille. Parce que, est-ce qu'il est plus ou moins gros? Est-ce qu'il est plus ou moins petit? Parce que s'il est gros, souvent, c'est que soit il est paquet, soit il embarque une VM. Par exemple, quand vous faites un binaire en Go, le binaire, il est monstrueux. La table d'import, ça va nous donner, alors, avec plein de guillemets, une petite idée de comment il va s'exécuter. Pourquoi une petite idée? Parce qu'il peut très bien réécrire à tout moment sa table d'import pour utiliser des fonctions dont il a besoin. Ou, mieux, faire du load library dynamique sur des chaînes de caractères, où il va d'abord récupérer l'adresse de kernel32.dll. Une fois qu'il a cette adresse-là, il va faire un load library de la fonction qui va bien. Et tout ça, il peut très bien avoir ça en chaîne de caractères tranquillement, sans avoir ça dans sa table d'import. Donc c'est pour ça que je dis avec des guillemets, parce que ça va vraiment dépendre des différents exécutables en fait. L'entropie du fichier. Donc l'entropie du fichier, en gros, c'est la quantité d'informations qu'on retrouve dans un fichier. Ici, notre entropie, elle va être entre 0 et 8. Parce que suivant si on est sur l'entropie de Shannon ou pas l'entropie de Shannon, enfin les mesures diffèrent. Là, je préfère couper court à toute polémique, c'est 0,8. Point. Et on va regarder, alors ça c'est un peu plus intéressant, l'entropie par section. Pourquoi? Parce que si vous avez en moyenne, quand un développeur fait du code, il va avoir une entropie, son code il va avoir une entropie entre 4 et 5. Par contre, si on a un packer, donc la section de code va être, il va y avoir du chiffrement dedans, il va y avoir de l'offuscation, il va y avoir de la compression, très rapidement on est entre 7 et 8. Donc ça va nous
avec ces informations-là, on va pouvoir, en fait, on regarde un peu la tête qu'a le bazar, pour voir est-ce qu'il est paqué, est-ce qu'il est pas paqué, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est pas gros. Parce qu'il y a des malwares qui font quelques cas, il y a des malwares qui font des dizaines de mégaoctets. Bon, après, les exécutables qui sont gros, normalement, ça devrait être vu par l'antivirus, mais ça, c'est un autre débat. Alors, comment ça se passe? En gros, on a des malwares, et donc pour chaque malware, on va calculer son vecteur. Donc, là, en gros, la tête qu'il a. Et on va calculer une distance entre ces deux malwares-là. Plus la distance est proche de 0, plus ils sont ressemblants, et donc plus ils ont la même tête. Alors en plus, nous ici, on a été très feignants, on s'est pas embêté, on a utilisé la distance euclidienne, truc que tout le monde utilise pour aller d'un point A à un point B. Là c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 3 dimensions, qui est le monde dans lequel on... Enfin 4, allez, si on considère le temps dans le monde dans lequel on vit, nous on va en avoir 6, je crois, pour décrire comment est formé un malware. Et on va mixer deux trucs. En fait, on va utiliser des algorithmes non supervisés sur un dataset labellisé. Pourquoi on fait ça? C'est pour voir si ça va clusteriser correctement. Et pourquoi on veut voir si ça clusterise correctement? Parce que pour chaque cluster, on veut générer une règle IARA spécifique, en fait. Donc ça nous permet de faire de la ressemblance très rapidement. Parce qu'en fait, ils ont le bon goût, ces algos, d'être très scalables. Et même si on a beaucoup de 1 et de 0, c'est pas grave parce qu'on va utiliser un concept qu'on appelle les matrices creuses, où on va virer les zéros et on va juste garder le positionnement de la donnée qui nous intéresse, un peu comme la bataille navale. Où on va dire à la colonne 1 et à la ligne 8000, on a 0.1. Et en fait, on garde que ce triptyque-là. Donc tout ce qui est 0, ça va dégager. Pourquoi? Parce que, en fait, stocker en mémoire un 0 ou un 1, c'est exactement pareil. Pour nous, non, mais pour la machine, oui. Donc ça veut dire que si vous avez une matrice qui fait 10 000 lignes par 10 000 colonnes, vous calculez, si vous stockez vos données en float, vous avez à peu près une idée de combien de RAM il vous faut, quoi. Et ça va très vite, ça va très très vite. J'étais très surpris parce que moi je démarrais dans ce domaine et en fait très rapidement on atteint les 64 Go de RAM assez rapidement. Oui, et puis 64, ouais, c'est pas les 16 Go qu'on a sur nos laptops. Et encore quand on a un bon laptop. Alors, malware et clustering, pourquoi on s'amuse à faire ça? Pour créer des signatures. Parce que c'est plus facile de stocker des signatures et des labels que de stocker des H256 dans tous les sens et ce genre de choses. Ça va permettre aussi si jamais le malware bouge un peu, la signature elle a de grandes chances de continuer à fonctionner. Son SHA-256 lui va bouger, vous avez juste à changer la date de compilation par exemple, et votre SHA-256 change en sortie. Mais par contre, la manière dont vous avez fait votre règle IARA, normalement, elle ne doit pas bouger. Donc ça permet comme ça de suivre du code qu'on va retrouver de bout en bout dans les différents malwares. On veut minimiser les faux positifs, parce que alors il y a deux problèmes, les faux négatifs et les faux positifs. Faux négatifs, c'est un peu embêtant, enfin c'est même très embêtant, c'est-à-dire on a laissé passer un truc qui était malveillant. Alors, suivant sur quel système on l'a laissé passer, ça peut avoir des conséquences un peu importantes. Les faux positifs, ça peut être aussi important. C'est un peu comme Sophos qui se blacklistait lui-même. Il se détectait lui-même. Donc là, ça se passe pas très bien non plus. C'est écran bleu. Y a pas, comme en plus, souvent ils utilisent un driver. Donc, dans les deux cas, voilà, c'est... alors, moi, quand je fais du hunting, comme je fais ça sur des sources ouvertes comme VirusTotal et tout, c'est pas très grave si j'ai des faux positifs. Le seul problème, c'est le temps de tri que je vais avoir. Mais par contre, si vous faites de la détection, là ça peut être problématique. Et les premiers concepts de clustering qu'on a fait, c'est des clusterings avec ce qu'on appelle le fuzzy hashing. Le fuzzy hashing, c'est quoi? C'est, en gros, on va créer une signature dont on va pouvoir comparer la distance entre ces deux signatures-là.
Et pour ça, on va utiliser les distances d'édition de Hamming. C'est en gros combien de caractères diffèrent entre chaque signature. Donc ça, c'est deux plugins. Alors plugins, c'est quoi? C'est un Remote Administration Tools utilisé dans énormément de campagnes de compromission et qui aurait été, alors avec tout plein de guillemets, développé par les Chinois. Et donc là, on en a bien deux différents. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le SSDIP de chacun. Et on a quoi? Alors, le format du SSDIP, il est suivant. On a un chunk size, on a le chunk qui va être la signature, et on va avoir le double chunk, qui est un bout, en fait, de l'autre... Enfin, qui est encore un bout de signature. Et si on regarde bien... Bon, déjà, on a la taille du chunk qui est identique. Bon, déjà, on va pouvoir comparer. Parce que si on a une taille de chunk différente, on ne peut pas comparer. Donc, ça va poser d'autres problèmes, ça. Et si on regarde, on a quand même... Enfin, ça se ressemble pas mal. Hein. Là, on a un peu de différence. Et effectivement, quand on demande à SSDIP de nous comparer les deux signatures, il a un match de 75%. Il est capable de nous dire, à 75%, ces deux fichiers, ils se ressemblent. Donc, alors que on avait bien deux SHA-256 complètement différents. Donc ça a été la première, c'était la première idée. On s'est dit, on va faire du clustering avec le SSDIP. Le problème, c'est que si j'ai une signature A avec un chunk size A', une signature B avec un chunk size B', et qui sont différents, l'algo va même pas chercher à faire quoi que ce soit, il va dire c'est égal à 0. Point barre. Donc, être égal à 0, ça ne veut pas dire que les choses ne se ressemblent pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, la taille de la fenêtre sur laquelle a été calculée la signature, a été modifiée. Alors, comment un attaquant peut utiliser cette faille? Très simplement, en fait, il va avoir la même section de code, qui fait exactement la même chose, mais il va créer une section data avec du chunk dedans. Et au moment où il va calculer le SSDIP, comme il va aller manger ce qui est random dans la section data, il va grossir. Alors que le code, lui, le graph-flow, il est identique. Si on compare les deux graph-flows, ils sont identiques. Donc ça a été la première limite, en fait, à SSDIP. Alors il y a un truc qui marche pas mal, par contre, c'est vous prenez la section code, vous faites un SSDIP dessus, et ça fonctionne à 80%, quoi. Ça fait déjà le boulot, pas besoin de sortir les algos de clustering et tout. C'est le clustering du pauvre, mais ça marche. Pas mal de boîtes d'antivirus aujourd'hui stockent font ce type de clustering là. Donc c'est que ça c'est un peu éprouvé, quoi. Autre concept, c'est PEH. Alors PEH, le problème, c'est que on peut pas le faire sur tous les types de fichiers, parce que comme son nom l'indique, ça va utiliser uniquement le format PE. Parce que SSDIP, c'est bien, vous pouvez le faire sur tous les types de fichiers. Par exemple, vous avez deux codes JavaScript, vous pouvez regarder si c'est identique. Moi, c'est comme ça que je fais pour détecter si les étudiants ils recopient ou pas leur... je prends deux listings, je fais un SSDIP et je regarde. Donc, et souvent, ça marche. Dans un sens comme dans l'autre. À la base, en fait, SSDIP, ça a été créé pour retrouver des chunks de données sur des disques. La personne qui a fait ça, c'est sa thèse à l'US Navy début des années 2000, je crois, pour justement avoir un outil qui passe l'échelle sur des gros disques, et notamment retrouver des images. Et en fait, nous, on l'a utilisé dans le clustering de malware. C'est pour ça que ça marche pas sur tous les trucs, quoi. Donc PEH, lui, il va utiliser la structure même du PE. Et le clustering va être possible parce qu'en fait, pour chaque PE, il va calculer ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov. La complexité de Kolmogorov, alors c'est un truc qui n'est pas calculable dans un temps fini. Alors, comment on fait? En fait, on fait une approximation. Et ça va nous déterminer la complexité d'un code. Et donc, notamment si c'est chiffré, paquet, pas paquet, et ainsi de suite. C'est un peu comme l'entropie, mais ça donne plus d'informations que l'entropie.
Le seul problème, c'est que, en gros, on peut pas faire de distance entre les fichiers. Parce qu'en fait, on va avoir un hash qui va marcher sur plusieurs fichiers. Mais si on veut faire une distance entre deux hashes, bah, c'est plus possible en fait. Donc c'est soit, bah, en gros, je vais avoir des grosses familles, mais interfamille, je suis pas capable de donner un pourcentage de ressemblance. Et sur ces mêmes idées, on a pris l'étape d'import et on a calculé le MD5 et le SSDIP. Parce qu'on se dit, bah, si on a une table d'import qui est identique ou qui ressemble, bah, c'est que c'est un peu le même malware. Alors oui, mais pas quand ça utilise un packer. Un packer, ça va avoir la même, ou même juste les auto-extractibles de WinRAR. L'exé peut être, enfin le payload final, il peut être complètement différent. Alors vous allez avoir la même taille, enfin le même impage en fait, puisque c'est WinRAR qui a besoin de ces fonctions-là pour extraire l'exécutable et l'exécuter en fait. L'autre problème, c'est que si vous mélangez l'ordre d'un même malware, vous prenez deux malwares pour la même table d'import, vous changez les ordres, bah, ça marche plus évidemment, puisqu'on est dans le cas du MD5. Et le SSDIP, on va avoir un taux de match de 40%, donc c'est pas top. Donc si vous voulez faire ça, vaut mieux réordonnancer les tables d'import. En fait, ça donne juste une info, c'est que le linker utilisé n'est pas le même. Au moment de la compilation, on n'a pas utilisé le même linker. Alors, des fois, ça peut être primordial comme information, mais dans 99% des cas, vous en avez vraiment rien à faire. Et alors, il existe d'autres techniques où là, on va carrément descendre sur le graph flow pour faire une signature. Donc, ça va être le nombre de jumps, ça va être le SSDIP d'une section assembleur spécifique, et ainsi de suite. Et comme ça, on va avoir plusieurs clusters on va avoir un cluster de plusieurs, on va avoir un graph flow qui va avoir une signature en particulier. On va pouvoir faire du clustering avec. Le problème, ça, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que bah, si vous avez n signatures, bah, vous devez avoir n de comparaison. Donc si vous avez de la chance, bah, ça va. Si vous avez une signature par fichier, bah, et que vous avez 1 million de fichiers, bah, 1 million par 1 million, ça commence à devenir important en opération. Et donc ici, nous, on va utiliser deux algos qui sont bêtes comme chou, DBScan et Kamins. Et on va l'utiliser sur le dataset The Zoo. Donc tout ce que je vous raconte là, vous pouvez refaire tous les calculs, hein. Il y a tout, il y a les Juniper Notebook avec le dataset et tout. Donc vous pouvez vous amuser à refaire exactement pareil. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord construire le meilleur vecteur de propriété. Et une fois qu'on a fait notre clustering, on va faire nos règles Yara. Et à partir de ces règles Yara, bah, si ça marche, donc une fois qu'on a une règle Yara, on va la mettre dans VirusTotal pour voir si on n'a pas trop de faux positifs par rapport à cette règle Yara là. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va le faire sur les autres clusters. Et ça nous permet comme ça de garder des familles de signatures au fur et à mesure du temps. Comme ça, quand j'ai un nouveau fichier, première chose que je fais, bah, au lieu de l'essayer de faire de la classification et tout, je la passe à ma règle Yara. Si ça match, il y a de grandes chances que ça soit cette famille-là en fait. Donc, les algorithmes, comment ils fonctionnent? Kamins. Bah, Kamins, c'est pas très, ou les K moyennes, hein, c'est pas très compliqué en fait. On va choisir au début dans notre dataset ce qu'on appelle des centroïdes. Alors il a un indice qui s'appelle l'inertie, il va le calculer plusieurs fois, et une fois qu'il a minimisé cette inertie, alors il s'arrête au bout d'un moment. C'est-à-dire que si ce qui est génial avec Kamins, c'est que si vous le relancez une deuxième fois, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. C'est des algos qui sont non déterministes, donc ça peut être problématique suivant ce que vous voulez tester. Une fois que vous avez vos centroïdes, il va prendre tous les points qui restent et il va calculer la distance par rapport à ces centroïdes. Et il va dire, bah, mon centroïde qui est le plus proche de moi, bah, c'est ma famille en fait. Et comme ça, je calcule mes paquets au fur et à mesure.
pour construire mon... Et donc voilà, oui, c'est ce que je vous ai expliqué. On choisit le nombre de ah oui, et on choisit le nombre de clusters. C'est la personne qui lance K-means qui choisit le nombre de clusters. Ouais, donc ça calcule les distances, et voilà, ouais, bah, c'est tout ce que je vous ai raconté. Et donc ça va donner un truc comme ça. Alors ça, c'est pas sur le dataset, hein, c'est c'est les différents types de clustering qu'on peut avoir. Alors le problème de K-means, là on a un clustering qui est relativement propre. Là, ça se discute, hein, sur cette frontière-là par exemple. Là aussi, enfin voilà, c'est... Est-ce que si jamais on refait un K-means et que le centroid il change, il y a de grandes chances que la clusterisation elle bouge un peu, quoi. Alors, DBScan, là je vous ai pas mis de formule mathématique parce qu'elle est imbitable. Ça calcule en gros ce que ça part d'un point du plan et ça va aller voir les voisins qu'il a autour. Et il va calculer comment on appelle ça, une densité. Et en fonction de cette densité et du nombre de voisins qu'il a, il va se dire bah, c'est bon, je suis arrivé à ma densité que je voulais. J'ai assez de voisins pour créer une famille, bah, c'est ma famille maintenant. Et ça donne des trucs comme ça. Ça donne des trucs comme ça. Et alors, à la différence de K-means, c'est que K-means, DBScan, on n'a pas besoin de lui donner un nombre de clusters. C'est lui qui va vous donner à la sortie le nombre de clusters qu'il a trouvé. Donc ça, c'est pas mal. Et après, en fait, tout ce qu'il n'a pas trouvé, là, on voit en noir, il appelle ça du bruit. Donc c'est tout ce qu'il n'a pas réussi à prendre une décision. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là, ces points-là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? Je ne prends pas de décision, je le mets de côté. Et le problème de K-means par rapport le problème de DBScan par rapport à K-means, c'est que des fois, il peut être, comment on appelle ça, en mémoire, il peut être quadratique. Donc il faut faire un peu attention. Si on tombe dans le pire des cas, on peut bouffer toute sa mémoire en fait. Et donc comment on fait notre vecteur de feature? Donc déjà on a un PE. À partir du PE, on extrait toutes les données dans des JSON. C'est toutes les métadatas qu'on a besoin. Et à partir de ces métadatas-là, on va créer un vecteur de feature qui n'est rien d'autre qu'un tableau dans NumPy en fait. Et donc on va utiliser toutes ces informations qui sont intéressantes. Et donc le premier vecteur de feature qu'on va faire, il est tout bête, hein. C'est la taille du fichier, le nombre de sections, la moyenne de l'entropie, le nombre d'imports et le nombre d'exports. Et on fait que ça. Et on le fait tourner sur les deux algos. Et en fait, on va se rendre compte que on a des choses intéressantes, mais c'est pas terrible. Vous pourrez refaire les tests. On a des étiquettes qui sont un peu mélangées. Pourquoi elles sont un peu mélangées? Parce que si on regarde le vecteur de feature, en fait, et qu'on calcule la norme de ce vecteur, on se rend compte qu'on est très proche de la taille du fichier. C'est en fait ce qui se passe, c'est que là, la taille du fichier, elle est très grosse. Elle est de l'ordre de, comme on est en bytes, ça peut être de l'ordre du millier ou du 10 milliers. Alors que là, on va être sur le nombre de sections, on va être entre 0 et 20. Donc l'échelle est complètement différente en fait. Et donc pour éviter ce genre de problème, et on va avoir donc sur DBScan, on va avoir la même chose. On va avoir exactement le même problème. On va avoir des étiquettes qui vont se mélanger. Pourquoi elles vont se mélanger? À cause en fait, c'est parce que c'est la taille du fichier qui drive en fait l'ensemble des données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser le fichier. On va normaliser le vecteur de feature. Et comment on normalise le vecteur de feature? Pour chaque feature, on va diviser par la taille max de la propriété. Donc on va prendre toutes les tailles, on va calculer son max, et comme ça on va tout avoir entre 0 et 1. Et comme ça il n'y a pas une feature plus importante que l'autre dans ce modèle de données là. Et quand on le passe à K-means, on va avoir une meilleure classification. Il fait encore des mélanges K-means, mais celui qui va vraiment nous donner des bonnes infos, c'est DBScan. Il va remettre exactement les bonnes familles dans les bons clusters.
Donc à partir de ces clusters, en fait, on a plusieurs familles de malware. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle Yara Generator. Alors Yara Generator, c'est quoi? C'est que vous lui donnez, un répertoire de malware et il va automatiquement vous faire la règle Yara associée. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris le cluster equation group, dans lequel, donc ça c'est DBScan qui me l'a calculé. J'ai 300 sur l'ensemble du dataset, c'est 784 malware, j'en ai 388 qui sont equation group. Et je fais ma signature dessus. Pourquoi? Parce que mon cluster est homogène. J'ai vu que mon cluster était homogène. Je le ferai pas sur Regin parce que le problème de Regin, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de caractères. Parce qu'il se base, en fait, le Yara Generator se base exclusivement sur les chaînes de caractères. Parce que si on voulait faire sur les opcodes, ça serait plus compliqué. Et ça marche pas forcément, en fait. Parce qu'il faut trouver des suites d'opcodes qui se ressemblent dans les binaires, ça commence à devenir... où on découpe... c'est un problème NP complet, ce genre de truc, donc... les gens ont vite abandonné. Et une fois que j'ai fait ma règle, j'ai posé ça sur VT, et j'en ai retrouvé 39 autres nouveaux, que j'avais pas dans mon dataset, et qui étaient bien cette famille-là, en fait. Et une fois par mois à peu près, j'ai un nouveau malware de type equation group que quelqu'un pose sur VirusTotal et pour l'instant je n'ai jamais eu aucun faux positif en fait. Donc mon vecteur de feature il est pas fou, hein. C'est le nombre des fichiers, c'est la taille du fichier et tout. Elle est juste intéressante par rapport à mon dataset en fait. En gros toute l'ingénierie du vecteur de propriété va se faire par rapport à votre dataset. Si vous avez un dataset un peu compliqué, votre vecteur de feature va l'être aussi en fait. Parce qu'en gros, il ne fait que traduire la réalité physique sur laquelle vous travaillez. En conclusion, le machine learning c'est pas magique. Parce que vous étudiants, vous êtes un peu épargnés par rapport à ça, mais dans le domaine de la cybersécurité, c'est le nouveau bullshit buzz bingo words avec. Alors il y a machine learning, il y a prédictif, il y a comportemental, enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Donc là c'est le nouveau truc à la mode, hein, parce que comme les antivirus marchent pas, à chaque fois ils font un truc ça marche pas, ils essayent de rajouter des couches. Donc c'est le nouveau truc à la mode, et en plus c'est pas vraiment du machine learning qu'ils font. Dans le sens où il n'y a pas vraiment d'apprentissage, il n'y a pas vraiment d'algo, c'est des heuristiques. Ils ont des heuristiques et par rapport à ces heuristiques-là, ils disent nous on fait du machine learning. C'est un petit peu léger. C'est un petit peu léger. Ici, un des problèmes qu'on a, on le voit bien quand on exécute le Jupyter, c'est on a un dataset très 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 hétérogène en fait. Sur les 754 malware, on en a 388 de la même famille. Bon ça, c'est le dataset qui est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Et ici en fait, nous ce qui m'intéressait derrière, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que si je veux faire la même chose avec un dataset de 2 millions, je tiens ma charge. Alors que ça là, je tiens pas la charge. Je vais pas pouvoir tenir la charge. Et je crois que c'est fini. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Du coup, moi déjà j'ai une question par rapport à la façon dont tu crées ton vecteur de caractéristiques. Ouais. Alors là, pour l'exemple, tu as choisi une taille 5. Est-ce que déjà vous avez essayé, parce que Robert a fait une présentation avant sur le problème c'était les gros travaux sur les gros datasets, c'est moi qui ai tout codé, alors vas-y. Est-ce que vous avez essayé de les créer de manière dynamique, entre guillemets, donc sans forcément utiliser un parseur, mais par exemple en utilisant juste des structures comme des auto-encodeurs? Ça on a testé, ça marche pas trop mal sur les trucs non paquets. Sur les trucs non paquets, c'est Marwan qui faisait ça.
Et ouais, ça fonctionne pas trop mal. Le problème, c'est dès que le Graflow commence à être compliqué, les auto-encodeurs, ils ont tendance, mais enfin, c'est tout le problème du statique. Hein, comme on réduit par la complexité de ce qu'on est en train de regarder, bah forcément, on a tendance à simplifier à la sortie les choses, quoi. Mais ouais, les auto-encodeurs, ouais, on a testé effectivement. Alors c'est pas moi qui ai testé le truc, mais ça marchait pas trop mal. Je sais que Marwan avait des bons résultats là-dessus. Ok. Du coup, j'ai une autre question. Ouais. Donc là, pour l'exemple, tu travailles sur des datasets qui étaient assez petits. Ouais. Est-ce que, donc, comme algorithme, vous avez choisi Camine et DBScan. Est-ce que vous avez essayé de projeter les données pour voir la répartition à peu près des clusters Alors même sur le truc tout petit, c'est moisi en fait. Parce qu'on est obligé de faire une PCA. Ouais. Et donc une PCA, c'est que en gros, on est dans un espace à 5 dimensions, on va tout ramener dans un espace à 2 dimensions, pour les non-initiés. Et pour ces principal component algorithms. Analysis, pardon. Je sais jamais. Donc voilà, donc l'idée c'est et le problème on a plein de mélanges en fait. Ça marche pas très bien. Donc tu penses que enfin, parce que ce que Robert avait expliqué, c'est que c'était pertinent d'utiliser Camins pour des très gros sets, parce qu'il y a plein de problèmes qu'on s'évite avec d'autres c'est ça, exactement. Mais là, pour un petit dataset, est-ce que ce serait oui, pas je pense qu'on peut regarder, Mais moi j'ai regardé sur The Zoo, c'était pas très joli ce qu'on avait. Okay. C'était vraiment pas très joli. Ok, bah merci. Voilà. Mais peut-être à refaire. Mais enfin, j'en garde pas un souvenir impérissable. Ok. Merci beaucoup. De rien. Donc bonjour. Bonjour. Peut-être question un peu bête. T'as parlé de deux, trois trucs qui pouvaient un peu casser, mais à l'état actuel des choses, je suis un petit malin. Comment je fais pour passer entre les mailles du filet? Est-ce que vous avez recherché des trucs de ce côté-là? Pour éviter d'être... Alors là, nous, on travaille pas sur la partie détection. C'est-à-dire qu'on a un dataset, on sait que c'est du malware. Si on veut être un peu plus malin et justement, Train de Micro, ils ont écrit un papier là-dessus pour passer... faut faire un fichier qui est à la tête des autres fichiers, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de packers qui font ça. Ils s'embêtent pas, ils n'ont pas une grosse entropie, ils ont une table d'import qui est tout à fait normale. Ils ont un peu de chaîne de caractères pour aller charger d'autres trucs, mais ça, les antivirus font pas attention. Donc même nous, on passerait dans les mailles ça passerait les mailles du filet parce que c'est pas des choses qu'on va regarder en fait. Par contre, si on faisait un vecteur de feature où dans une des propriétés on a un score du nombre de fonctions qu'on trouve dans les chaînes de caractères qu'on ne retrouve pas dans la table d'import, là on peut commencer à faire des trucs. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'en détection, à un moment donné, dans un instant T, on va détecter des choses. L'instant T plus 1, les attaquants, ils sont pas bêtes, hein, ils lisent les publis, et donc ils vont s'adapter. Et là, par exemple, il y a un malware qui s'appelle GangGrab, qui se faisait assez toper facilement. Il y avait les mecs qui ont même pété la partie crypto pour pouvoir recovery les fichiers. Maintenant, ils l'ont codé en VB. Comme ça, c'est vraiment dégueulasse à analyser. La V4, elle est en VB. Voilà. Avant, c'était du C. Donc le C dans IDA, ça se passe pas trop mal. Mais là, en VB, c'est juste affreux, quoi. Donc non, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Donc si tu veux vraiment passer entre les mailles du filet, faut faire des trucs simples et qui ont une bonne tête, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon merci beaucoup. Si personne n'a de questions. Bonne soirée.